Oui, alors le concept d'intimité est souvent invoqué pour signifier quelque chose qui relève de la métaphore du profond et du superficiel. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je considère généralement comme mes pensées intimes sont mes pensées non visibles, secrètes, que je cache au plus profond de moi-même. On voit déjà avec la manière de définir l'intimité que en faisant tel que je viens de le faire, je fais apparaître une conception psychologique des êtres qui est derrière ma vision de l'intimité. Une conception psychologique des êtres que justement on va développer et puis qu'on va comparer un petit peu plus tard, mais qui n'est pas sans être un présupposé au fond. L'intimité d'une personne, c'est aussi, d'autre part, ce qui touche à sa vie de famille, ou sa vie conjugale, ou encore sa vie sexuelle. C'est-à-dire que cet intime-là, le premier intime avait à voir avec la pensée, avec l'intériorité de l'être et de la pensée. Ce deuxième intime a à voir avec le corps et avec ses usages. En fait, on pourrait considérer que le concept d'intimité est un concept moderne au sens philosophique du terme, en ce qu'il est le représentant d'une vision d'un individu qui est un individu propriétaire. Propriétaire de quoi? Mais propriétaire d'espaces privés ou privatifs, autant mental que physique. La perspective moderne du soi, par opposition à la conception postmoderne du soi, se différencie en ce que le soi des modernes est un soi cohérent, constant et étanche. Le soi des modernes est un soi qui a des limites claires entre le dedans et le dehors, ce qui permet de créer cet espace de l'intime. Pour les postmodernes, au contraire, le soi est un assemblage multiple de nombreux personnages. Chacun de ces personnages est en lui-même la résultante de l'interaction de la personne avec les autres. Je ne suis pas la même personne avec mon chef de service, mes enfants et mes copains de régiment. Et chacune de ces interactions fabrique des personnages qui eux-mêmes assemblés fabriquent le soi des postmodernes. Du coup, ce qui vient de l'autre n'est pas clairement distingué de ce qui vient de soi. Ainsi, l'intimité est plutôt assimilable aux préférences de vie qui sont contextuelles et changeantes, par définition. Pour le moderne, l'espace mental privatif est celui des pensées et des émotions dont l'individu serait le créateur, en plus d'en être le propriétaire. Il sera ainsi tenu pour responsable de ses pensées et pourra être puni si elles ne sont pas conformes ou acceptables. On peut, dit-on, pécher en pensée, en action ou en omission. Dans notre contexte plus familier, celui des soins psychiques, quelqu'un qui évoquerait des pensées suicidaires risque de voir sa liberté suspendue. Ou celui qui évoquerait des pensées tristes risque d'être conduit à l'hôpital. L'espace privatif, c'est la partie du corps, contrairement à celui qu'on vient d'évoquer qui était la partie de l'esprit. Cette fois, c'est la partie du corps que j'ai le devoir de ne pas montrer, de garder privé, notamment les organes sexuels. Le corps des féministes des années 70, en lutte pour le droit à l'avortement, est un bien propre. « Femme, ton corps t'appartient », disait-elle. Aujourd'hui, le visage des femmes musulmanes est un objet de revendication au droit à l'intimité, mais la loi a tranché, elles doivent le montrer et en faire un bien public. Les féministes des années 70 ont pu faire de leurs embryons des biens privés, les femmes musulmanes d'aujourd'hui n'ont pas pu en faire autant avec leur visage. On le voit bien, la question de définir ce qui est intime, privé ou public est donc davantage une question politique qu'une question psychologique. Dans le cadre des pratiques addictives, la question de l'intimité, évidemment, n'est pas plus simple que dans le cadre général.
et elle vient se fracasser sur le roc de l'addiction elle-même. En effet, après une consommation de substances psychotropes, mais aussi après plusieurs heures de pratique addictive sans substance, jeux, sexe, ordinateur, la personne fait fréquemment l'expérience subjective d'avoir un corps étranger ou de devenir étrangère à son propre corps. Un corps étranger dans le sens de quelque chose d'étrange à l'intérieur de son corps et qui en modifie le ressenti. Les sensations, les perceptions, tout ce qui est de l'ordre du percept est singulièrement modifié par l'usage de drogues, cocaïne, alcool, etc. Mais aussi sensation de devenir étranger, indifférent d'une certaine façon à son propre corps, dans la mesure où le sujet addict a tendance à prendre des risques avec son corps, des risques infectieux ou sexuels notamment, sans ménagement pour lui-même. Dans le droit romain, il y avait le mot addict, addiction existait. L'addict, dans ce droit romain, était celui qui avait contracté une dette et qui était condamné à une contrainte par corps envers son débiteur. Et grâce à cette contrainte par corps, c'est-à-dire le travail qu'il allait exercer avec son corps, il allait rembourser sa dette. Être condamné à l'addiction, à cette époque romaine, c'était perdre la propriété de son corps comme bien privatif, temporairement ou définitivement pour pouvoir rembourser sa dette. Le corps ainsi mis en gage condamné à l'addiction, le sujet condamné à l'addiction perdait son intimité. Après l'intimité physique, l'autre axe de réflexion est celui de l'intimité mentale et des effets de cette intimité dans le contexte de l'addiction. Ou de savoir jusqu'à quel point l'addiction n'influence pas la capacité d'avoir des pensées personnelles construites à partir de sa propre raison. La dépendance, en effet, fonctionne souvent comme un colonisateur d'espace mental privé et prend le contrôle de l'esprit d'une personne. Je sais que c'est mauvais pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher, malgré les conséquences négatives. J'obtiens quand même un soulagement temporaire en obéissant à l'addiction. En même temps, l'addiction est un moyen de se construire un espace psychique, une intimité mentale, et ainsi de se rendre distinct des autres, voire de couper la relation avec eux. Pensons par exemple aux jeunes fumeurs de cannabis. Le cannabis est souvent utilisé à la fois pour fabriquer un espace commun avec les pairs et en même temps pour fabriquer un espace distinct, séparé d'avec les parents. La conduite addictive permet à cet égard de créer une frontière entre soi et non-soi. Mais elle permet aussi de brouiller cette même frontière et de faciliter l'accès de l'autre à son corps propre, par exemple comme facilitateur de sexualité. Finalement, les conduites addictives peuvent servir à, d'une part, créer de l'intimité physique, par exemple en permettant de faire des expériences améliorant la connaissance de ses possibilités physiques. D'autre part, les conduites addictives peuvent perturber l'intimité physique, en induisant par exemple une contrainte à la répétition, en favorisant des conduites à risque et dangereuses pour son intégrité. D'autre part, les conduites addictives peuvent constituer à créer une intimité mentale, en favorisant une séparation soi-non-soi, favorisant le discernement, la distinction entre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre, comme pensée, comme émotion, etc. Et finalement, les conduites addictives peuvent perturber l'intimité mentale en favorisant une confusion dedans-dehors, par exemple, les émotions partagées en concert ou sur Facebook peuvent être à la fois à moi et aux autres, et la distinction entre ce qui est à moi et à l'autre est un peu brouillée. Les concepts d'intimité physique
et mental sont ainsi des concepts d'une grande importance pour l'addictologue, car ils permettent d'engager avec les patients de nombreuses conversations. Non pas pour en apprendre plus au soignant sur son patient, mais bien pour permettre à la personne concernée de cheminer de son connu et familier vers ses possibles de savoir, et de créer ainsi des possibilités de choix éclairés pour sa vie.